Please be seated. Mr. Fair. Le président, Monsieur Tailleur, merci Monsieur le Président. Au cours de cette période, donc février-mars 1995, vous verrez que le général Tolimir reçoit des renseignements et des rapports de sécurité de renseignement à propos de la situation à Jepa et à Srebrenica depuis ses subordonnés tels que Miljana, tels que Beara, correction de l'interprète, qui sont sur le terrain et qui rencontrent les responsables de la Fort Pronu et qui vont à Jepa pour recueillir des informations. Vous entendrez par ailleurs qu'ils reçoivent des informations au début de 1995 selon lesquelles les musulmans essayent de quitter l'enclave en raison de pénuries et de conditions de vie invivables. Ça a été le cas déjà depuis le début de la guerre. Et tout cela n'a fait que se détériorer suite à l'ordre du général Mladic datant de juillet 1995, isolant les enclaves les unes des autres, mettant un petit peu la pression sans aller carrément jusqu'à ce que ça devienne intolérable. Le général Tolimir reçoit ces informations et les relaye une fois de plus au président Karadzic ainsi qu'aux différentes agences de renseignement parce que c'est une information importante pour la situation stratégique de cette zone. Et il reçoit des informations également de la part des dirigeants politiques et militaires à Srebrenica, à Jepa. Et vous entendrez le nom de Golic, un agent du renseignement du corps de la Drina qui envoie un rapport le long de la chaîne de commandement dans lequel on évoque les musulmans de Srebrenica et de Jepa qui quittent les enclaves et où il indique quelles sont les identités des différents militaires, officiers de haut rang à Jepa. Certains sont également des responsables politiques de haut rang. Donc vous entendrez notamment les noms d'Avdo Palic, qui est un dirigeant de l'armée musulmane, commandant de la brigade de Jepa, Mediator Lak, Ahmedovic, qui sont des leaders de la communauté musulmane. Le général Tolimir reçoit donc des informations relatives à ces personnalités et les informations sont relayées depuis le corps d'armée jusqu'à l'état-major principal et finalement jusqu'au général Mladic. Et vous verrez les rapports du général Golic où est indiqué de la main du général Mladic une mention adressée au général Tolimir où il dit Tocho, il faut que on continue, il faut que ce soit poursuivi au 65e régiment de protection dans la zone. Il faut utiliser cela. Ce sont vraiment des exemples de la façon dont ces renseignements sont utilisés au cours de cette période et de ces événements de juillet 1995. Et puis, une fois de plus, le général Tolimir reçoit ces informations relatives à la situation humanitaire dans les enclaves elles-mêmes. Donc ces événements désastreux ont lieu au mois de juillet 1995. Srebrenica et Jepa ne sont pas simplement des noms, des endroits sur une carte que lit le général Tolimir. Non, ce sont des endroits qu'il connaît très bien, dont il a une connaissance experte et qui s'inscrivent directement dans les objectifs stratégiques généraux que nous avons évoqués toute la journée d'aujourd'hui. Et cela, il ne faut à aucun prix l'oublier, parce que ces enclaves, il le voit de ces deux points de vue. Et si l'on poursuit l'examen des événements de 1995, on s'apercevra, preuve à l'appui, que la hiérarchie politique et militaire des Serbes de Bosnie considérait que ces enclaves étaient importantes et il y avait un accord entre eux et ils estimaient qu'il allait falloir mener une attaque, une offensive imminente dans cette zone. Il y avait un projet d'action militaire à mener incessamment sous peu. Le général Rupert Smith, qui était le commandant des forces de la Fort Pronu en Bosnie-Herzégovine, témoignera et vous dira qu'il a eu des rencontres avec le président, qu'il a rencontré à plusieurs reprises le président Karadzic, parfois d'homme à homme, parfois avec d'autres hauts responsables des Nations Unies, dont
et avec d'autres responsables également, tels que M. Kraïchnik, parfois le général Tolimir était présent sur place, parfois le général Gvero l'accompagnait. Mais dès le début de 1995, la situation était déjà critique dans les enclaves. La Fort-Prenu s'en est plainte auprès des dirigeants politiques et militaires serbes de Bosnie. Et vous verrez que la VRS avait systématiquement limité l'arrivée d'aide humanitaire vers les enclaves jusqu'en mars 1995, avant même mars 1995. Mais vous verrez, nous verrons le document dans quelques instants, cette fois, on s'approche véritablement, la pression augmente et l'on s'approche du paroxysme. Ce que nous examinerons, c'est une autre directive. La directive numéro 7. On a parlé de la 4e directive. Cette 7e directive opérationnelle remonte à mars 1995. Et ici, vous voyez apparaître à l'écran simplement la première de couverture où il est indiqué la date 17 mars 19, le 17 mars. Et il est dit sur cette première page un certain nombre de choses qui sont l'issue de l'analyse de la disponibilité opérationnelle conduite au mois de janvier au plus haut niveau de la hiérarchie militaire et politique. Donc les dirigeants des plus hauts niveaux se répartissent les tâches pour cette période imminente de la guerre. Et l'état-major principal rédige à ce moment-là cette directive et la publie au mois de mars. La date de la directive est en fait le 8 mars 1995. Nous savons que le général Tolimir est associé à cet exercice de rédaction de directive. Il est associé à cette analyse de disponibilité opérationnelle qui est à l'origine de cette directive opérationnelle numéro 7. Et nous savons qu'il a participé à la rédaction de ce document, de cette directive, puisque c'est la méthode globale qui est appliquée, c'est-à-dire que tous les experts font valoir leur savoir-faire respectif qui sont ensuite mis en commun afin de rédiger ce document qui est une directive opérationnelle, un document militaire. Donc, nous voyons qu'il y a un paragraphe qui a trait aux caractéristiques principales de la situation militaire et politique internationale, tout comme c'était le cas dans d'autres ordres de combat où l'on voit que le général Tolimir adresse un message qui inclut son évaluation de la situation, et ce message est inclus dans le texte. L'on y voit un paragraphe très détaillé sur les objectifs et plans probables des forces musulmanes. Là encore, c'est là le travail du général Tolimir. C'est à lui qu'incombe cette tâche. Il est responsable de cette zone et il est dit, l'on estime que les musulmans prévoient une offensive au printemps, qu'ils vont essayer de concentrer leur attention sur les enclaves afin d'établir le lien entre les différentes enclaves et de parvenir à la Drina. Et ce qui les inquiète, et on l'a vu dans un des discours, une des allocutions du président Karadzic, que ce qui les inquiète, c'est que les musulmans parviennent à établir ce couloir vert qui traverserait un couloir islamique qui traverserait toute la Bosnie jusqu'à la Drina. L'information que l'on voit apparaître et qui porte sur l'évaluation des plans de l'ennemi, on voit qu'ils apparaissent également dans la 7e directive opérationnelle. Ils aident à lui donner ses orientations et l'on voit dans le suivi à cette directive une référence au rapport de renseignement du général Tolimir, une référence très précise. Cela apparaît dans la section qui apparaît à l'écran et qui est consacrée aux tâches à confier à la VRS. Voici les tâches générales, les objectifs. Lorsque vous serez aux alentours des enclaves de Jepa et de Srebrenica, il conviendra de procéder à une séparation physique de Srebrenica et de Jepa, et ce dans les plus brefs délais afin d'éviter toute communication entre les individus des deux enclaves. Fin de citation. Là encore, il s'agit de véritablement resserrer les taux, d'isoler les deux enclaves.
Il ne faut pas faire de procès d'intention pour autant, mais l'on sait que l'intention avait toujours été illégale. C'est ce que, si l'on en croit les objectifs stratégiques figurant dans les premières et troisièmes directives, à savoir expulser les populations musulmanes. Et aussitôt après cette partie, vous avez le passage suivant. Ce sont ici des instructions données au corps de l'Adrina grâce à des opérations de combat planifiées et bien conçues, créer une situation intolérable d'insécurité absolue, sans le moindre espoir de survie ni de vie pour les habitants de Srebrenica et de Jepa. Now let's just look at this for a moment. Attardons-nous un instant sur ces mots. Ici, c'est la mouture la plus récente de cette directive 4 qui est vraiment le fil d'Ariane. C'est ça qu'on trouve en filigrane de tous ces objectifs illégaux. On prend pour suivre les enclaves. Le motif est en infraction de la loi. On veut créer une situation à ce point intolérable. On veut rendre la vie tellement intenable pour ces habitants qu'ils n'ont qu'une seule possibilité, qu'une seule issue. C'est la fuite. Il fallait créer des conditions c'est un ordre très clair qui cherchent à priver de leur droit de vie à Jepa et à Srebrenica leurs habitants. Et nous allons effectivement trouver ceci, une autre partie qui fait le lien avec d'autres parties de cette directive. Effectivement, la perte de tout espoir de survie va être reliée à la question de l'approvisionnement en aide humanitaire à la population civile et le fait de réapprovisionner. Enfin, prenez. Donc, on a cette phrase qui dit de créer une situation intolérable, insoutenable, ne laissant aucun espoir de vie ni de survie. Partie suivante de ce texte. Il est question d'une autre opération au cas où les forces de la FORPRONU partiraient, où on va assurer la libération définitive de la région de l'Adrina. Et ici, nous avons ce passage dont je viens précisément de parler. Les organes de l'État, les organes militaires pertinents, responsables de la coopération avec la FORPRONU et les organisations humanitaires. Je m'arrête un instant pour dire que là, les éléments de preuve sont éclatants de précision. Qui est responsable de la coopération avec la FORPRONU? C'est l'état-major principal. Je poursuis la lecture. Vont grâce à des obstructions planifiées à la délivrance de permis, réduire et limiter le soutien logistique de la FORPRONU aux enclaves et l'approvisionnement en ressources matérielles de la population musulmane, ce qui va rendre la population tributaire de notre bonne volonté, tout en évitant que nous soyons condamnés par la communauté internationale et l'opinion publique internationale. Fin de citation. Alors, essayons de disséquer un peu ce texte qui est très complexe. Les événements de preuve seront éclatants. Là aussi, c'est l'état-major principal qui dit quel convoi peut passer ou pas, que ce soit à destination de la FORPRONU, pour les forces de maintien de la paix ou pour le Haut Commissariat réfugié. Vivres, produits d'hygiène pour la population civile musulmane de Jepa aussi et de Srebrenica. Ici, il est question de l'état-major principal. Et l'organe d'État, c'est en fait une commission qui, en dernier instant, devait s'en remettre à l'état-major principal. Grâce à une restriction planifiée, mais en dissimulée,
quand on dit non manifeste, unobtrusively, c'est faire preuve d'intelligence. Et les éléments de preuve vous le montreront. Le général Tolémir Guerrero ne perdait jamais de vue l'importance de la communauté internationale. Avec Mladic, ces deux hommes étaient les personnalités les plus publiques. On les interviewait pour le journal télévisé et c'était Tolémir qui avait pour mission d'avoir cette vue panoramique des choses, de savoir ce qui se passait dans la communauté internationale, d'avoir vraiment une vue panoramique de ce qui se passait tout en ayant un œil vigilant sur le terrain. C'est pour ça qu'ici on fait preuve d'intelligence. On dit on va le faire, mais on va le faire en catimini. On va les rendre tributaires de nous, mais nous allons nous y prendre de façon à ne pas déclencher une intervention des Nations Unies ou une intervention du genre de celle qu'il y a eu en 93 avec la venue du général Morillon. C'est un thème récurrent. On dit on ne peut pas se faire arrêter une fois de plus comme ce fut le cas quand est venu Morillon. On ne peut pas avoir ces responsables du maintien de la paix autour de Srebrenica et de Jepa. L'ordre est clair, il faut créer ces conditions. Quand on lit ceci en conjonction avec le passage précédent, quand on avait ces mots horribles qui disaient qu'il fallait rendre la vie de ces personnes insoutenable. Et c'est un ordre qu'envoie l'état-major principal à ses commandements subordonnés sur le terrain. Je pense que puisque nous allons voir ces images à un autre moment du procès, vous allez retrouver ce libellé, le fait de rendre la vie insupportable. Vous allez retrouver in extenso, mot pour mot, ces termes dans l'ordre que envoie le général Jivanovic au corps de la Drina. Parce que là, il faut appliquer cette politique sur le terrain. Ce ne sont pas que des paroles, ce sont des ordres destinés à créer ces conditions. Ces ordres sont pris très au sérieux, car on sait comment fonctionne l'armée. On donne des ordres dans l'armée. Les ordres doivent être appliqués, exécutés. Une fois exécutés, il faut en faire rapport en remontant la chaîne de commandement. Si ce n'est pas le cas, quelqu'un en sera tenu pour responsable. Vous le voyez ici, le général Jivanovic envoie ce message. Il dit il faut créer ces conditions qui seront à ce point insoutenables. Nous avons ici une opération de transfert forcé qui commence à arriver à un point d'ébullition. Il y a des tireurs embusqués, il y a des pilonnages et il y a un étouffement, un étranglement lent, inexorable de l'enclave, des enclaves pendant toute la durée du printemps 95. C'est à dessein que l'état-major décide de serrer la vis et de diminuer les approvisionnements destinés aux Djibouti comme à la population civile de Srebrenica et de Jepa. Ceci s'inscrit dans ce plan commun, dans ces efforts organisés visant à faire partir la population. Commençons par les instructions en matière de convoi. C'était simple. Si la fort-preneur avait besoin de ravitaillement, ou s'il y avait une relève de personnel, ou un relèvement des observateurs, à ce moment-là, on envoyait un fax à l'état-major principal. Il y avait un certain Georgievich, un colonel, qui était préposé à recevoir ces demandes. Mais Mladic s'appuyait sur les principaux hommes qu'il avait à sa disposition, Tolémir, Guerrero, qui travaillaient ensemble pour examiner ces demandes et lui faire des propositions. En matière, pour ce qui est des convois d'aide humanitaire, je vous ai dit qu'il y avait ce qu'on a appelé la commission de la Republika Srpska, une commission d'État chargée de la coopération avec les organisations internationales, les organisations humanitaires. L'état-major principal y avait un membre, le représentant dans la commission. Vous verrez que requête sur requête pour qu'un convoi soit autorisé à passer, on dit voilà,
nous avons examiné le plan de la Commission, nous approuvons ceci, mais nous rejetons ceci et cela. Ce qui veut dire qu'en dernière instance, c'était toujours l'état-major principal qui déterminait ce qui allait entrer dans l'enclave et ce qui n'allait pas entrer dans l'enclave. Nous vous montrerons des exemples de ces demandes. Nous avons des notes manuscrites de Mladic qu'il envoie à Tosho ou à Gvero. Fais-nous une proposition. Qu'est-ce que tu suggères? Et nous verrons la signature ou le paraphe du général Tolimier. Vous verrez parfois même les commentaires du général Tolimir à même la requête envoyée par fax. J'aimerais vous donner une idée de ce à quoi ressemblait ce refus d'autorisation de passer de néoconvoi. Vous verrez une notification du général Miletic en date du mois de mars. Nous avons réduit les plans concernant les enclaves quant au nombre de véhicules, et le nombre de véhicules n'est pas permis, pas plus que le transport de carburant. En dépit des instructions en matière de restriction, nous avons soumises au comité de coordination, on peut s'attendre à ce que la FORPRONU essaie de faire rentrer du carburant dans l'enclave, ce qu'il ne faut pas autoriser. Autre refus en date du mois de mars. Qu'est-ce qui ne peut pas entrer dans Srebrenica à cause de ce refus? Du diesel, des vivres réfrigérés ou pas, des rations sèches, des pièces de rechange, une remorque, un camion-citerne. Et puis il y a une note, une instruction dans le dernier paragraphe à donner des informations sur les convois qui n'ont pas été autorisés à franchir les postes de contrôle. Ne les donnez à personne et n'expliquez rien à personne. Faites comme si vous n'avez rien reçu. Si un convoi apparaît à un croisement, il faut le renvoyer, l'obliger à repousser chemin. Des lits d'hôpitaux, des lits de camp pour le HCR qui avait demandé des convois. Demande approuvée par le comité d'État en avril 1995. Mais la VRS ne permet pas que du bœuf, de l'huile, du sel soit envoyé à Srebrenica. 8, 9, 10, 11, 12, 13 avril 1995. À ces dates, rien n'était censé entrer dans Srebrenica. Du matériel scolaire a aussi s'est vu interdit. Vous verrez ces exemples vous-même pendant le procès. Je ne vais pas m'attarder davantage sur ce point, mais je voudrais vous donner un exemple qui va illustrer les problèmes ainsi occasionnés, notamment pour les Nations Unies, qui avaient pour responsabilité de faire parvenir cette aide humanitaire dans les enclaves. Ici, nous sommes au mois de juin. Problème au niveau des convois, notamment de logistique et de rapprovisionnement pour le Dutchbat et pour les civils, le HCR, se poursuivent dans beaucoup de parties de la zone de responsabilité de la FORPRONU. Ce convoi de 56 camions qui devait arriver dans les enclaves orientales est arrivé à Belgrade hier, mais la BSA, en fait, quand la FORPRONU parle de la VRS, elle prend le sigle en anglais, Bosnian Serb Army. Donc la VRS a diminué le nombre de camions autorisés. Il n'est plus que de 23.
elle a diminué de 50% la quantité de vivres autorisés et de 70% la quantité de carburant autorisé. Elle a rejeté le passage de 2 ambulances nécessaires pour les troupes onusiennes et a insisté pour dire que les effectifs accompagnant le convoi partent avec celui-ci. Même si personne ne peut empêcher, en d'autres termes, la relève des effectifs. Donc l'idée, c'était d'empêcher qu'il y ait rotation au niveau des effectifs. On laissait partir les hommes, mais on n'autorisait pas l'arrivée de nouveaux gardiens de la paix. Non, ce qui veut dire que ces hommes n'avaient pas assez de quoi pour manger, étaient sous l'ombre, n'avaient pas suffisamment d'armes. Et vous allez voir comment tout ceci a eu un effet très négatif sur le caractère opérationnel de ces troupes. Mais lorsque l'état-major a approuvé le passage d'un convoi, ce qu'il a fait, il n'a pas dit non tout le temps, parce qu'il leur fallait quand même respecter certaines limites. Et ça, vous allez le voir partout. Vous verrez que Tolimier, Guerrero, l'état-major savait jusqu'où aller, à quel moment s'arrêter, et jusqu'où aller pour ne pas déclencher un tollé de la communauté internationale. Et il ne voulait sûrement pas qu'il y ait un soutien aérien de l'OTAN. Il ne voulait sûrement pas qu'il y ait non plus le soutien de forces terrestres. Et lorsque l'état-major a approuvé le passage d'un convoi, ce convoi devait être inspecté, vérifié à Zvornik. Et en fonction du pont que ce convoi empruntait, il y a des rapports de la brigade de Zvornik envoyés au corps qui énumèrent les éléments, les objets qu'ils ont retirés des convois. Parce que ces hommes savaient ce que l'état-major autorisait, ce qu'il interdisait. Par exemple, des stérilisateurs de terrain, de campagne, ça c'est un produit médical, c'était empêché. À un moment donné, simplement du détergent pour faire la lessive, du shampoing, des serviettes, tout ça était enlevé, ainsi que des produits de nettoyage. Et le général Tolimier était partie intégrante de tout ce processus, à plusieurs titres. Notamment parce que c'était les unités de la police militaire et les organes de sécurité qui avaient la responsabilité de la tenue et du fonctionnement de ces postes de contrôle. Nombreux seront les exemples grâce aux documents de notification. Vous allez voir manuscrit sécurité, organe de sécurité, ou le nom de l'officier de la brigade qui montre que cette demande est adressée et parvient à l'organe de sécurité. Et lorsque une approbation était donnée au passage d'un convoi, vous le verrez, c'était le service de sécurité qui avait pour obligation de superviser et d'appliquer cette politique de la VRS qui déterminait ce qui pouvait entrer dans l'enclave. Et ici, bien sûr, il n'y a pas d'éléments de renseignement. Et ce que j'interprète, il y a bien sûr un aspect du renseignement qui joue. C'est pour ça que le général Tolimier était responsable de ces activités. Mais sur le terrain, dans l'enclave de Srebrenica, pour le Dutchbad, pour la population civile souffrante à Srebrenica, la procédure suivie par la VRS en matière de convoi, elle s'est personnifiée en la personne de Momir Nikolic. Et vous l'entendrez, l'adjoint au commandant responsable du renseignement pour la brigade de Bratinec, parce que le dernier poste de contrôle avant d'entrer à Srebrenica, c'était à Bratunac. Un poste de contrôle qu'on appelle le pont jaune.
Il se trouve à proximité du poste d'observation néerlandais PAPA, OPP. Momir Nikolic procède chaque fois à un contrôle rigoureux, une inspection rigoureuse. Et vous verrez des documents où il a écrit « Pas un seul convoi, pas une seule équipe du CICR ou des Médecins sans frontières peut entrer sans ma permission dans Srebrenica. » Et comme en juillet 1995, le colonel Ognjenovic invente le fait qu'il avait à expulser les musulmans pour rendre la vie insupportable, Momir Nikolic reçoit ces instructions de ses supérieurs hiérarchiques. L'état-major principal connaissait bien Momir Nikolic et nous verrons des documents de l'état-major principal qui le mentionnent nommément. Ces documents disent « Nous avons établi les modalités d'inspection et nous avons aussi établi les demandes à cet égard. » Voyons un autre document. Document établi dans le cadre d'une analyse de l'état de disponibilité opérationnelle. C'est pour vous donner une idée du degré d'organisation, de discipline qui régnait dans la VRS. C'est une brigade qui établit ce rapport, point par point. Et sous la rubrique soutien, renseignement, sécurité, ce rapport dit ceci. En 1995, les organisations internationales et leurs représentants sont passés et sont restés temporairement dans la zone de responsabilité de la brigade. Et on dit que chaque événement a été rapporté aux organes supérieurs et à l'état-major principal. Puis il est question des postes de contrôle. Grâce au contrôle des organisations internationales, et on dit que ces postes fonctionnent conformément aux ordres donnés par l'état-major et aux instructions données par le commandant de la brigade. On vous dira que les conditions n'ont cessé d'empirer à partir de mars 1995 jusqu'à l'attaque du mois de juillet. Et la délivrance en catimini au compte-gouttes de permis par la VRS. Il ne fallait pas qu'il soit trop rigoureux pour vraiment créer une situation de misère. Il ne fallait pas empêcher trop de convois de passer pour affamer encore davantage les gens qui étaient déjà affamés. Il est clair que l'effet provoqué a été amplifié car il y avait déjà sur place des conditions de détresse. À cela s'ajoute le fait, et nous vous le prouverons, qu'il y a eu de plus en plus d'activités de tireurs embusqués pendant cette période. Vous vous souvenez de cet ordre donné à propos des tireurs embusqués et des silencieux qu'il fallait mettre sur les armes. Et c'était l'état-major qui avait cette école de formation des tireurs embusqués. Et il y a les soldats de la brigade de Bratunac qui tiraient sur ces civils musulmans. Et en même temps, le commandant de la brigade de Bratunac disait qu'il fallait rendre la vie des musulmans insupportable. Et donc il y a eu une recrudescence des tirs embusqués, mais aussi des pilonnages. Les survivants, des témoins viendront vous dire que les bombardements se sont intensifiés en 1995 et vous verrez comme en 1993 des rapports sur le renseignement et la sécurité de Tolomir
en 95 qui disent qu'en fait, ces pilonnages, ça fait partie d'une campagne d'intoxication, de propagande, de désinformation. Et il y a un exemple notoire, celui du pilonnage de civils par la VRS le 25 mai 95. Et ce jour-là, en guise de représailles contre des frappes de l'OTAN, la VRS a pilonné toutes les zones de sécurité ce jour-là. Les frappes aériennes avaient frappé un dépôt de munitions. Et la plupart des jeunes qui célébraient, qui fêtaient l'anniversaire de Tito, ils étaient 70 à Tuzla, ils ont été tués alors qu'ils fêtaient ceci dehors en début de soirée. Ils ont été pilonnés par la VRS et la VRS aussi simultanément ont quasi pilonné Srebrenica, une gamine de 9 ans a été tuée et sa sœur a été grièvement blessée. Vous l'entendrez. Et ce fut une attaque coordonnée, dirigée contre la population civile pour la seule et unique raison de semer la terreur et la souffrance. D'autres témoins vous relateront une attaque survenue le 24 juin 1995. Un observateur militaire des Nations Unies vous le dira. Il y aura des rapports montrant qu'il y a eu infiltration par la VRS du 10e détachement de sabotage pour qu'il tire sur des civils à Srebrenica, ce qui a provoqué la mort de civils. Momir Nikolic, l'homme responsable de la sécurité, l'adjoint à la brigade de Bratunas, vous le dira. Et le colonel Salapura, dont nous avons déjà parlé, subordonné direct de Tolimir, a dirigé cette action sur le terrain. Ce qui veut dire que lorsqu'arrive la fin du mois de juin, et ici nous avons une parmi de multiples lettres de protestation envoyées par les Nations Unies. Le général Smith se plaint auprès du général Mladic parce qu'il dit recevoir quasi chaque jour des rapports attestant de pilonnage sur Bihać, zone de sécurité, Gorazde, zone de sécurité, Sarajevo. Pilonnage de zones fortement peuplées. Et le général Tolimir a déjà son moyen de communication après cette attaque du 24 où des civils sont tués. Il dit qu'il y a de plus en plus de méfiance dans la population à l'égard de ces dirigeants militaires et civils à Srebrenica. Il y a d'autres accusations qui disent que ceci a provoqué des actes de représailles de la part de la VRS en raison d'infiltration d'actions de sabotage en territoire serbe. Le commandement de la 28e division envoie des informations fausses disant que c'est la VRS qui a mené des actions de sabotage visant des civils et des installations civiles pour ainsi provoquer la condamnation de la communauté internationale. C'est ce message qu'a façonné, qu'a usiné le général Tolimir depuis le premier jour. Le modus operandi n'a jamais changé. Vous entendrez très vite parler de l'effet qu'ont eu ces restrictions sur les forces de maintien de la paix du Dutch Band et sur la population civile. Les dirigeants des Nations Unies ont rencontré les chefs politiques et militaires des Serbes de Bosnie. Ils ont manifesté leurs inquiétudes. Vous l'entendrez.
Vous entendrez le président Karadzic répéter l'évaluation faite par le général Ptolémée, à savoir qu'il s'attendait à une percée des musulmans de l'enclave. Karadzic dit de l'enclave que c'est une bombe à retardement sur le point de se déclencher. Lorsqu'arrive le mois de juillet 1995, les forces de maintien de la paix, qui devaient être au nombre de 600, n'étaient plus qu'au nombre de 350. Ils n'avaient pas été autorisés à amener des armes. Ils devaient utiliser les armes utilisées par ceux qui étaient avant eux. Ils n'avaient pas de nouvelles munitions, notamment pour les systèmes anti-chars. Ils n'avaient pas, depuis février, de renouvellement en combustible. Ils utilisaient du bois pour cuisiner et ils devaient faire des patrouilles à pied. Donc, ils ne pouvaient pas appliquer le mandat qui leur avait été donné. Ils vivaient de rations sèches parce qu'ils n'avaient pas de vivres fraîches, parce qu'il n'y avait pas de carburant. Et ils s'éclairaient à la chandelle le soir. Et effectivement, il y avait aussi un problème. Ils ne pouvaient pas utiliser d'électricité pour purifier l'eau. Et pour les civils de Srebrenica, c'était une situation catastrophique. La FORPRONU ne pouvait pas maintenir les installations hospitalières, ne pouvait pas les réapprovisionner. Les gens étaient affamés. Si les gens essayaient de partir de Srebrenica à Jepa pour aller trouver de quoi manger, ils se faisaient tuer. Vous avez une photo prise par un membre du Dutch Bat. Vous voyez des civils de Srebrenica qui sont rassemblés autour d'un camion qui ramasse les immondices. Ils cherchent quelque chose à manger. Ils le faisaient souvent. Ils triaient les déchets dans l'espoir de trouver quelque chose à manger. Le général Ptolémée connaissait cette situation, même avant que la directive numéro 7 ne commence à fonctionner. Donc là, nous sommes avant même cette délivrance au compte-gouttes des permis. Donc imaginez ces solutions. Êtes-vous en mesure de le faire? Moi, je ne sais pas. Je pense que je ne pourrais pas vivre ou ressentir ce qu'ont vécu ces gens en 1995. Un représentant, un membre du Dutchman, le commandant adjoint du bataillon à Srebrenica, le colonel Frankan, vous dira que c'est en fait une terreur par les convois. Et c'est bien ce que c'était. La directive numéro 7 a été appliquée avec efficacité, avec brutalité. Vous verrez l'effet qu'elle a eu sur la capacité ou l'incapacité du Dutch Bat à répondre à l'attaque militaire imminente. Je vois l'heure qu'il est, la journée se termine. Et comme j'étais sur le point d'aborder un nouveau chapitre, je pourrais fort bien le commencer lundi. Je disais demain, excusez-moi. Le président, non, ce ne sera pas demain. Nous allons lever l'audience. Mais lundi, il faudra savoir et se demander comment nous allons organiser nos journées, quand nous allons faire des pauses, quelle sera la durée des volets d'audience. Nous allons lever l'audience, elle reprendra
lundi prochain à 9 h ici même.